Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, 6 ans après le succès de ces Jeux d'été à Paris, mais la mise en place de cet immense chantier s'est faite jusqu'ici dans la plus grande confusion et la discorde. Le biathlète et champion olympique Martin Fourcade, qui a longtemps été pressenti pour chapeauter l'organisation de ces Jeux, a finalement jeté l'éponge début février. C'est Edgar Gros-Piron, ex-champion de ski acrobatique français, qui devra donc mener à bien ce projet monté à la hâte et dans lequel de nombreux élus locaux et des barons de la politique entendent bien peser de tout leur poids. On fait le point dans Code Source avec Sandrine Lefebvre, journaliste au service des sports du Parisien. Elle couvre toute l'organisation de ces Jeux Olympiques d'hiver. Bonsoir à tous. Au nom du comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver, je vous souhaite la bienvenue en Savoie et en France. Sandrine Lefebvre, la dernière fois que des Jeux Olympiques d'hiver ont été organisés en France, c'était en 1992 à Albertville en Savoie. Comment ça s'est passé ? Albertville 92, ce sont d'abord des champions qu'on découvre, Edgar Gros-Piron, Fabrice Guy en combiné nordique. On découvre aussi le biathlon puisque les femmes vont être championnes olympiques. C'est aussi une cérémonie qui a laissé une mémoire dans tous les esprits, y compris au CIO. Ça avait changé la région et c'est ce qu'on retient surtout encore maintenant. Ce sont les infrastructures, puisque la route pour Moutier a été faite pour Albertville. C'est aussi le TGV, ce sont les stations qui sont désenclavées. Donc ça a vraiment transformé la région. « 18 ans plus tard, en 2010, la France se porte à nouveau candidate en vue des JO d'hiver de 2018. Elle présente dans son dossier la ville d'Annecy, mais c'est un échec. C'est un cuisant échec même. On y va en ordre dispersé, on n'a pas vraiment de projet, on n'a pas vraiment d'argent puisque la candidature, on n'a pas vraiment les moyens de la mener. Et puis surtout, on a face à nous deux gros adversaires qui sont Pyeongchang et qui sont Munich. Deux villes qui ont vraiment envie d'accueillir les Jeux. Et nous, on y va. Et à l'arrivée, on obtiendra uniquement 7 voix sur 140. Donc là, c'est la douche froide et c'est vraiment le fiasco qui, derrière, mènera à travailler pour obtenir les Jeux avec le succès qu'on connaît à Paris 2024. Avant qu'on aille plus loin, rappelez-nous qui décide d'attribuer ou non des Jeux à un pays, une ville en particulier. À l'époque, c'était les membres du Comité international olympique qui avaient chacun une voix. Et chaque candidat présentait son projet. Et puis à la fin, il y avait une session du CIO. Et là, chaque membre votait et le projet qui obtenait le plus de voix l'emportait. Désormais, ça a changé depuis l'attribution des Jeux de Paris 2024, puisque désormais, faute de candidats, le CIO préfère directement négocier avec les potentielles candidatures. Et puis, c'est désigné non plus par les membres du CIO, mais chacun se met un petit peu d'accord autour des différentes villes. À partir de 2022, plusieurs entités en France qui sont portées par l'organisation des Jeux de Paris 2024 ambitionnent à leur tour de présenter à nouveau une candidature pour les JO d'hiver en France. Qui a cette idée au départ ? C'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui émet ce souhait. Il y a Laurent Wauquiez aussi, à l'époque président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui aussi se dit que ce serait peut-être pas mal que sa région organise à un moment les Jeux d'hiver. On y va à tâtons parce que ça coûte très cher, c'est un vrai projet qu'il faut construire et du coup, on est plus sur une horizon 2034 voire 2038. En 2023, le CIO, le Comité international olympique, est activement à la recherche d'une candidature sérieuse pour les JO d'hiver de 2030 et elle se rapproche alors de la France et d'Emmanuel Macron, un partenaire de confiance à ce moment-là, puisque le pays organise les Jeux de Paris. Et sous l'impulsion du chef de l'État,
les deux régions alpines, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, s'unissent pour dessiner une candidature commune express. Ce projet est alors présenté en juillet au CIO. Le dossier ne met pas en avant une ville en particulier, mais bien l'ensemble des Alpes françaises. Sandrine Lefebvre, à partir de là, il y a une sorte de campagne qui démarre pour convaincre le comité. Qui en prend la tête ? Alors la difficulté, c'est que tout le monde est un petit peu occupé par la livraison des Jeux d'été. Et du coup, l'homme providentiel un petit peu devient David Lapartien, qui vient d'être élu à la tête du comité olympique français. Donc lui prend le dossier et puis il va échanger avec les deux présidents de région, donc Renaud Muselier pour la région Sud et puis Laurent Wauquiez qui est alors encore président de la région Aura. Donc tout le monde se met autour de la table. Mais globalement, ce sont les trois hommes qui vont un petit peu coucher le projet sur un papier. Et ils s'impliquent, j'imagine, pour essayer de plaire et de rendre la candidature attrayante auprès du CIO. Même si on sent très bien que la candidature française est très bien partie, elle est face à la Suède et face à la Suisse, voilà, il faut quand même un petit peu jouer le jeu. Et du coup, il y a une commission d'évaluation qui se déplace. Des membres du comité international olympique viennent voir un petit peu à quoi ressemble le projet français. Et là, il faut en mettre encore plein la vue. On a Laurent Wauquiez qui chausse les skis, qui emmène tout le monde en balade. Enfin voilà, il faut plaire. On est à La Plagne. Dernier mois, vous avez le site de ce qui a été les Jeux Olympiques 1992, la piste de bobsleigh. Et ça y est, on est là tous les quatre ensemble avec Renaud Muselier de la région Sud, David Lapartien du comité national olympique, Marie-Amélie Le Fur du comité paralympique. Et ce site, il est complètement emblématique de ce qu'on veut faire. Toujours en 2023, au début du mois de novembre, le CIO annonce qu'il entre en discussion exclusive avec les Alpes françaises qui sont donc quasiment assurées de décrocher l'organisation des Jeux en 2030. Sandrine Lefebvre, à ce moment-là, est-ce que les architectes de ce projet ont l'intention de s'inspirer de l'organisation et du système de gouvernance des Jeux de Paris qui doivent se dérouler l'été suivant ? Ça dépend de quel côté on se place. Pour l'État et pour le comité olympique ainsi que pour le comité paralympique, il est indispensable de retenir ce qui était la recette magique des JO de 2024. En revanche, les régions Aura et PACA, elles détestent Paris 2024 parce que les deux présidents estiment que les politiques sont très peu en vue dans ce dossier, qu'on voit surtout émerger Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation, et qu'on voit très peu Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, ou Anne Hidalgo, la maire de Paris. Du coup, eux se disent que, dès le départ, qu'ils devront mettre leurs pattes et la main sur ce dossier. Le mercredi 24 juillet 2024, soit 2 jours avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris, le CIO attribue officiellement les Jeux d'hiver 2030 à la France, aux Alpes françaises, mais sous condition. C'est-à-dire ? Sous condition des garanties de l'État, puisqu'on est à ce moment-là une période assez complexe au niveau politique en France. L'Assemblée nationale a été dissoute. Le Premier ministre demeure Gabriel Attal. La difficulté qu'ont Gabriel Attal comme Emmanuel Macron, c'est d'engager la responsabilité d'un gouvernement qui est démissionnaire et qui du coup va changer. On ne sait pas encore qui va être nommé Premier ministre. Et c'est un peu compliqué à ce moment-là de donner une lettre qui garantit que l'État paiera plusieurs centaines de millions pour ces Jeux d'hiver. Du coup, on va patienter et on va demander surtout au CIO, qui n'a pas vraiment le choix d'ailleurs, d'attendre cette lettre pendant encore quelques semaines. À ce moment-là, un sportif fait figure de favori pour présider le futur comité d'organisation de ces Jeux. C'est le biathlète Martin Fourcade, 36 ans. Pourquoi est-ce qu'il semble cocher toutes les cases ? Martin Fourcade est le sportif français qui incarne le plus les Jeux d'hiver. C'est le biathlète qui est connu de façon internationale. Il a décroché 6 médailles d'or olympiques, donc c'est assez conséquent. Et puis, il est membre du comité international olympique, donc c'est aussi une garantie pour les discussions futures entre le comité international qui organise réellement les Jeux, puisque c'est lui qui a la main sur les Jeux olympiques. Et puis, il rassure aussi l'État. Il a travaillé auprès de Tony Estanguet à Paris 2024. Donc, c'est le successeur naturel de Tony Estanguet.
À ce moment-là, son nom revient beaucoup. Est-ce que lui, il est partant pour présider l'organisation de ces Jeux ? Alors il participe à la phase de candidature, un petit peu de loin, parce que ce sont effectivement David Lapartien et les 2 présidents de région qui ont pris en main ce dossier, mais lui est là pour présenter le dossier devant les membres du CIO le 24 juillet. Et puis, il est séduit, mais Martin Fourcade, c'est quelqu'un qui d'abord aime regarder comment les choses se déroulent avant de s'engager réellement. Dans les mois qui suivent, la France est toujours instable politiquement et ça inquiète le CIO. Les garanties de l'État vont tarder à arriver. Michel Barnier, qui est alors Premier ministre, va attendre début octobre pour apposer sa signature sur le document. Donc voilà, le CIO est un petit peu inquiet. Le gouvernement est renversé derrière. Du coup, le budget n'est pas voté. Il ne le sera qu'au mois de janvier, donc ça commence un petit peu à agacer le CIO, tout comme les soucis de mise en place de la gouvernance, parce que la France disposait de 3 mois pour installer le comité d'organisation, et elle va mettre beaucoup plus de temps. Justement, à l'automne 2024, dans Le Parisien, vous écrivez un papier intitulé « Je cherche patron désespérément » et vous expliquez à l'intérieur qu'il n'y a toujours pas d'instance d'organisation constituée, que la nomination de Martin Fourcade est au point mort. Qu'est-ce qui se passe ? Ça cafouille parce que personne n'arrive à se mettre d'accord autour de Martin Fourcade. Clairement, l'État, le Comité international olympique et le mouvement sportif souhaitent que ce soit lui qui devienne le patron. Face à 2 présidents de région qui ne l'entendent pas de cette façon, eux ont d'autres candidats à pousser. Et puis, on n'arrive pas à s'entendre autour de la personnalité de Martin Fourcade. On va parler de conflit d'intérêts, puisque Martin Fourcade est un sportif, même en retraite, il est énormément sollicité par les sponsors, il a des partenaires. Et du coup, pour pouvoir prendre la tête de ce comité d'organisation, il faudrait qu'il abandonne ses sponsors. Donc tout ça va un petit peu retarder la mise en place du comité d'organisation. Et parmi les points de crispation ou de désaccord entre Martin Fourcade et les 2 architectes du projet, les 2 présidents de région, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, il y a notamment les sites qui ont été retenus pour accueillir des épreuves et qui ne semblent pas toujours être des choix très cohérents. Expliquez-nous ça. Il a fallu faire très vite pour proposer une carte des sites au Comité international olympique. Et du coup, il y a 2 présidents de région qui ont aussi envie de se partager les sites de compétition. Donc, dès l'instant où tout ce qui est alpin biathlon a été donné à la région Alpes-Nord, il va falloir mettre plus au sud tout ce qui reste, c'est-à-dire les épreuves de freestyle et les épreuves sur glace, le patinage, le hockey. Et c'est ainsi qu'on arrive à une carte qui, sur le papier, est plutôt chouette, mais qui, dans les réalités des faits, est très complexe, éclatée sur les 2 régions. Et puis, on se demande, du coup, comment tout ça va pouvoir se coordonner. Il y a un cas qui crée beaucoup de tensions entre les différents acteurs du dossier, celui de la station Val d'Isère en Savoie. Alors, quel est le problème de Val d'Isère au juste ? Val d'Isère a été mis sur la carte d'entrée, puisque c'est la station qui organise le critérium de la première neige. Donc c'est une épreuve de Coupe du Monde très connue au niveau international. Dans le même temps, on place Courchevel et Méribel, qui sont 2 stations qui ont accueilli les derniers championnats du monde. Et du coup, on se retrouve avec un éclatement des sites. Le CIO va mettre un petit peu son grain de sel et dire que si la France veut obtenir l'organisation des Jeux, il va falloir qu'elle revoie un petit peu ses cartes. Et du coup, avec cette même logique de partage, on va retirer un site dans le sud, qui est Isola 2000, et un site dans le nord, qui est Val d'Isère. Seulement, ce choix, qui est au départ assumé par les porteurs du projet, va fortement agacer Jean-Claude Killy, qui est le héros français des Jeux de 1968. C'est sa station, Val d'Isère, et il va s'insurger contre ce choix. Du coup, Val d'Isère est remis officiellement sur la carte avec un point d'interrogation. Wauquiez a promis que si Val d'Isère était rajouté, c'est la région Aura qui financerait. Seulement, il ne s'était sans doute pas aperçu qu'à l'époque, ça risquait de coûter entre 60 et 80 millions d'euros. Sandrine Lefebvre, dans ce partage des épreuves entre le Nord et le Sud, il y a aussi des arbitrages qui posent question sur le plan écologique. C'est le cas des sports sur glace. Expliquez-nous ça. L'idée est de les installer au cœur du stade de Nice, donc un stade de football, qui est bien sûr ouvert,
Et ça pose pas de soucis pour les organisateurs qui se disent on n'a qu'à couvrir le stade pour ensuite le climatiser, puisque on doit organiser des épreuves sur glace. Et là, forcément, ça renvoie à la Coupe du Monde de foot au Qatar. On avait beaucoup décrié à l'époque les stades climatisés, et là, on s'oriente vers quelque chose qui va ressembler à ça. C'est un non-sens écologique. Les 2 présidents de région, porteurs du projet, ont aussi imposé des choix surprenants pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. Racontez-nous ça. Laurent Wauquiez, lui qui avait d'abord expliqué en phase de candidature qu'il faudrait qu'elle soit dehors avec le magnifique décor des Alpes derrière, maintenant a décidé que ce serait à Lyon, au Groupama Stadium. Alors l'inconvénient de ce site, c'est qu'il n'y a aucun sportif à moins de 300 km de là. Tous les sportifs vont être en station, vont être aussi du côté de Nice. L'autre délire, c'est la cérémonie de clôture. Le lieu, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui va l'imaginer un jour et va se dire, tiens, nous, puisque les Parisiens ont organisé la cérémonie d'ouverture des Jeux de 2024 sur la Seine, nous, on va la mettre, la cérémonie de clôture en 2030, sur la promenade des Anglais. C'est absolument pas arrêté. On imagine désormais que tout le monde va se mettre autour de la table, et puis que une fois qu'un directeur artistique sera nommé, on y verra plus clair sur les sites. Fin décembre, dans Le Parisien, vous écrivez un long papier titré « Jeux d'hiver 2030, déjà l'état d'urgence » pour expliquer à quel point ces jeux semblent mal embarqués. Il y a notamment des vraies craintes et des zones d'ombre sur le budget de ces jeux. Pourquoi ? Alors au tout début, les politiques avaient estimé que le comité d'organisation devait avoir un budget d'environ 1 milliard d'euros. Dès le départ, côté État et côté mouvement sportif, on leur explique que 1 milliard, ça ne va pas tenir. Résultat, quelques mois après, on présente un projet uniquement pour le comité d'organisation de 2,1 milliards d'euros. Un budget auquel s'ajoute celui de la Société de livraison des ouvrages olympiques. C'est ce qui va notamment servir à construire la patinoire qui manque en face du stade de Nice. Du coup, on est autour d'un budget global de 2,7 milliards d'euros actuellement. Si on veut comparer avec Paris 2024, le budget du comité d'organisation avait atteint à la fin 4 milliards d'euros. C'est un projet beaucoup plus faramineux, avec très peu d'argent public, puisque les Jeux d'été ont tendance à s'équilibrer entre les sponsors, ce que le CIO apporte, et puis la billetterie. Pour les Jeux d'hiver, le modèle est complètement différent. La billetterie est moins importante, les sponsors aussi beaucoup moins nombreux. Du coup, l'argent privé ne suffira pas et on va être obligé d'injecter de l'argent public. Et là, sur un budget de 2,1 milliards pour le comité d'organisation, il est prévu de mettre 500 millions d'euros d'argent public. Sandrine Lefebvre, cette année, le 3 février, après des semaines de tension, Martin Fourcade annonce dans une lettre qu'il renonce. En clair, qu'il ne veut pas être nommé à la tête du futur comité d'organisation de ces Jeux. Qu'est-ce qu'il dit en résumé dans cette lettre ? Martin Fourcade jette l'éponge. Il explique qu'il y a des divergences beaucoup trop importantes et qu'il n'a pas envie de sacrifier ses convictions personnelles dans ce projet. Mon ambition pour ces Jeux est claire. Ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette. Je ne peux me résoudre à sacrifier mes convictions. Lui a déjà une vision pour ces Jeux Olympiques. Il a travaillé auprès de Tony Estanguet pour les Jeux d'été. Il est membre du CIO et il a envie que ce soit cette fois le projet de la montagne, les Jeux d'hiver de demain. Les acteurs politiques ont envie de décider à peu près de tout dans ce projet. Et Martin Fourcade, lui, s'imaginait être un président un peu comme était Tony Estanguet, c'est-à-dire un président assez libre dans ses convictions, dans ses choix. Là, Martin Fourcade a un petit peu l'impression qu'il va avoir les mains liées et qu'il ne sera pas grand décideur du projet. J'imagine que c'est un peu la stupeur à ce moment-là ? C'est la stupeur côté État, côté CIO et côté mouvement sportif, où jusqu'au bout, on a essayé d'installer Martin Fourcade. Et c'est carrément le soulagement du côté des deux régions. Laurent Wauquiez va rester un petit peu à l'écart des polémiques. Et puis il y a Renaud Muselier qui, lui, va carrément parler d'un bol d'air. Donc son message veut dire bon débarras, au revoir Martin Fourcade. Martin, je le connaissais pas. Moi, je connaissais que l'immense champion qu'il est, qu'il y reste d'ailleurs. Mais après, c'est pas parce qu'on a un immense champion qu'on est capable de piloter le COJO, voilà.
Au moment de cette démission, les acteurs des Jeux d'hiver cherchent déjà un nouveau candidat en ordre dispersé. Il n'y avait pas de plan B qui avait été prévu. Et du coup, tout le monde va décrocher son téléphone. Renaud Muselier, lui, va songer à Teddy Riner. Ça fait sourire tout le monde. Teddy Riner, c'est un immense champion qui incarne parfaitement le sport français. On l'imagine un peu moins à la montagne. Puis surtout, Teddy Riner, il prépare les Jeux de Los Angeles en 2028. Donc, il n'a aucune envie de s'investir à fond dans le projet des Alpes. Mais c'est pas grave, Renaud Muselier s'est dit qu'il ferait un excellent ambassadeur et donc il l'a contacté. C'est finalement le profil d'Edgar Gros-Piron, 55 ans, qui finit par s'imposer. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Edgar Gros-Piron, c'est le champion des Jeux d'Albertville. Il avait remporté la médaille d'or en ski de boss. Ceux qui ont vécu 1992 et les Jeux d'Albertville se souviennent de lui. C'était un petit peu le fêtard, le sportif fêtard, un peu déjanté avec une combinaison rouge et un haut multicolore. Et puis il virevoltait sur la piste de la Clusaz. Rien n'est fait, tout est à faire et Edgar ne rate pas son coup. Il est super sur le saut, en rythme, comme il le veut, l'impression artistique est parfaite. Gros-Piron n'a pas besoin de prendre trop de risques. Il file vite, bien groupé, il est le meilleur et le prouve encore. Edgar Gros-Piron aura 23 ans le 17 mars prochain, il est double champion du monde et il est en route pour une gloire éternelle. Il devient le premier champion olympique de cette spécialité. Donc il a marqué les esprits. Depuis, on le voyait beaucoup moins dans les instances françaises. Il était dans les instances du Comité international olympique. Edgar Gros-Piron a l'avantage de connaître le Comité international olympique. Il est proche de Renaud Muselier, de Laurent Wauquiez. Il habite près d'Annecy, donc il cochait à peu près toutes les cases. Le mardi 18 février, vous êtes en reportage pour Le Parisien au Groupama Stadium de Lyon, où est officiellement présenté le comité d'organisation des Jeux d'hiver 2030, présidé par Edgar Gros-Piron. Quelle est l'ambiance sur place ? Il y a beaucoup de monde, mais beaucoup d'élus politiques des deux régions, de toutes les stations et les villes qui sont concernées par les futurs sites hôtes. Et puis, il y a un petit peu de sportifs, très peu. Donc il y a également les deux présidents de région, Fabrice Pankouk qui a remplacé Laurent Wauquiez à la tête de la région Aura. Renaud Muselier est là pour notamment faire le show sur la scène, puisque c'est quelqu'un de très volubile qui explique toute sa fierté d'organiser les Jeux Olympiques dans sa région. Donc on se dit, ça va enfin se mettre en route. Sandrine Lefebvre, on l'a vu, les démarrages de ces Jeux d'hiver ont été très compliqués. Quels sont les premiers gros chantiers qui attendent maintenant Edgar Gros-Piron à la tête de l'organisation de ces Jeux ? Edgar Gros-Piron va d'abord devoir se trouver une équipe. Il va aussi sans doute devoir revoir la carte des sites, puisque on sait pertinemment qu'il va falloir revoir cette carte qui est particulièrement éclatée. Or, plus une carte est éclatée, plus les frais sont importants, puisqu'à chaque fois, il faut installer un village olympique pour les athlètes. Il faut pouvoir acheminer les spectateurs et les sportifs sur les lieux de compétition. Puis surtout, il va aussi falloir qu'ils trouvent un sens à ces Jeux d'hiver. Qu'il écrive le récit, la vision. On se souvient qu'à Paris 2024, l'histoire était des Jeux ouverts au plus grand nombre et dans des sites iconiques. C'est de cette histoire qu'a découlé la cérémonie d'ouverture sur la Seine, qu'a découlé l'organisation des compétitions près des monuments de Paris. Donc, il va falloir qu'il écrive toute cette histoire, Edgar Gros-Piron. Il n'a plus que 5 ans pour le faire, c'est très peu. Si on rembobine un petit peu l'histoire de Tony Estanguet avec les Jeux d'été, Tony Estanguet a mis les mains dans le cambouis à partir de 2014 pour des Jeux qui ont été organisés 10 ans plus tard. Là, Edgar Gros-Piron dispose de moitié moins. Merci à Sandrine Lefebvre. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grouzis et Pénélope Gualquierotti.
Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.